est-ce qu'on peut préparer un trail tout en habitant en ville? Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, la majorité de la population vit en ville, en milieu urbain ou périurbain. Et on voit aujourd'hui que toute cette population-là pratique des trails courts et voire même des ultra-trails et s'en sortent très bien et réussissent leur objectif. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, voilà, il va y avoir quelques petits tours de passe-passe pour pouvoir y arriver ou en tout cas maximiser les chances que ça se passe bien le jour de l'objectif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ces tours de passe-passe? Comment est-ce que les gens vont essayer d'intégrer leur dénivelé, principalement sur les plans campus, mais ce qui reflète ta méthode d'entraînement et ta philosophie? Tout à fait. Alors en ville, les principales problématiques qu'on va retrouver, bon, il y en a deux. La première, c'est le manque de dénivelé. Il existe des villes avec des gros dénivelés, mais elles sont assez rares en France. J'en ai vu à l'international. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la technicité du terrain. Voilà. Donc, pour pallier au dénivelé, deux éléments que l'on a mis en place. Le premier, c'est de s'entraîner, d'essayer de trouver autour de chez soi des côtes plus ou moins longues et même avec des côtes assez courtes, de 2-4 minutes, on peut faire un très bon travail. Et si vraiment, on n'a absolument aucune côte et que c'est plat, on a pensé à cette technique assez innovante qui est de tenter de simuler des côtes. C'est surtout musculaire en fait la problématique plus que cardiovasculaire, en préfatiguant les muscles avec des exercices spécifiques qui recrutent les chaînes musculaires que l'on va utiliser en courant en montée. Donc on va préfatiguer certaines structures musculaires avant de réaliser l'exercice de fractionné pour venir simuler une côte. Attends, tu es en train de nous annoncer une petite exclue campus qui arriverait en mars là? Ah, ça vaut le coup, ça, les gens qui seraient restés déjà une petite demi-heure sur ce podcast. Tout à l'heure, on a filmé des petits exercices de pré-fatigue musculaire. En effet, ça va arriver courant mi-mars. Donc, en effet, les gens qui auront le moins de côtes, comme tu l'as dit, à partir de 2 minutes de côte. Et 0 minutes aussi. Exact. Et le plat total. Ouais, et justement, c'est là où je voulais en venir. Quand on a un plat total, en revanche, c'est vrai qu'on en avait discuté, mais philosophiquement, sur les sorties longues, on a quand même sur campus un dénivelé minimum à respecter pour se préparer un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi est-ce que autant les fractionnés, dans la grande majorité des cas, on peut les faire à plat avec de la pré-fatigue musculaire ou sur des courtes côtes. En revanche, les sorties longues, il va falloir aller récupérer de la spécificité là-dessus. Bah bien sûr, ça c'était la seconde raison du coup que j'ai pas pu exposer tout à l'heure. Je t'ai fait des belles transitions, parfait. Mais j'avais déjà dit en introduction qu'il y avait deux raisons. D'abord pour rester sur le côté technique, voilà, par rapport au travail de pied, au travail de lecture du terrain, faire ces sorties longues en dehors de la ville, dans des terrains plus montagneux, voire collines, va nous permettre de travailler cette gestion technique du terrain et aussi d'aller tout de même dans du vrai dénivelé. Parce que je le redis, c'est intéressant d'essayer de simuler au mieux cette demande musculaire qu'on peut avoir d'une côte, mais on ne pourra jamais reproduire à l'identique ce qui se passe vraiment. Donc ça, c'est une philosophie aussi importante pour moi et je préfère qu'on soit très transparent là-dessus. Je ne veux pas mentir à la communauté. Si on veut réussir un trail ou un ultra trail, à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller dans le terrain. Et voilà, donc l'idée, c'est ok, c'est possible de s'entraîner la semaine en ville parce qu'on y vit, parce qu'on y travaille. Par contre, de temps en temps, pour les sorties longues, pour nos blocs chocs, on prend un train, on fait notre covoiturage et on va s'entraîner en montagne ou du moins dans un terrain qui va être similaire à celui de la course visée pour travailler la technique, mais aussi pour travailler des dénivelés plus importants que ceux qu'on va retrouver en milieu urbain. Le but, c'est d'être le plus spécifique possible dans le sens où plus on est loin de la compétition, plus on peut aller chercher... par exemple, moi, à côté de chez moi, j'ai une sorte de boss où tu peux répéter des dénivelés. Certes, c'est pas spécifique, mais en fait, tu peux vite arriver sur du 300-350 mètres de dénivelé par heure. En revanche, oui, à l'approche de la compétition, faire un ou deux week-ends dans des endroits beaucoup plus spécifiques, en effet, c'est là où justement c'est toute la philosophie et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi, de se dire quand tu prépares un truc en montagne,
je peux pas te mentir et te dire, j'ai pas envie de te dire que c'est impossible, mais c'est comme si nous on disait, bah oui, en fait, préparer un marathon sans endurance fondamentale, c'est pas impossible. Mais je vais pas te mettre de plan sans endurance fondamentale. Tu vois, il y a ce truc de oui, c'est possible, mais si tu veux préparer le mieux possible, avec un minimum de spécificité et en maximisant tes chances de pas finir full courbature à la fin de la première descente, et donc que ta course se passe bien, je préfère t'imposer ce truc de bah si t'es à Paris, prendre le RER pour peut-être aller en Vallée-Chevreuse ou ce genre de choses, quoi. En tout cas, aujourd'hui, en France, j'ai pas mal crapahuté dans ce beau pays. Tout est très accessible. En train, en covoiturage, en bus, en voiture personnelle, c'est accessible. Et la communauté aussi est très très grande. On peut décider d'aller s'entraîner en montagne, en groupe, en se rapprochant de la communauté de trail associée à la ville dans laquelle on vit. Et c'est pas une excuse de dire c'est trop loin ou c'est pas possible. Alors après, évidemment, je suis bien conscient qu'on peut avoir des contraintes personnelles, un travail le week-end qui fait qu'on n'est pas forcément sur les mêmes plannings que les copains ou les copines. La famille, peu importe. Mais voilà, ponctuellement, ces sorties longues ou ces blocs-chocs, trouver une journée ou deux par-ci par-là pour aller dans le milieu naturel, c'est hyper important. Il y a aussi la notion de plaisir, tu l'as dit, la bosse. C'est cool la bosse. Moi aussi, je l'ai vécu la bosse. Ça s'appelle le Mont-Royal à Montréal. Oui, encore, c'est pas mal. Ouais, c'est une belle bosse. C'est une belle bosse. C'est une bosse qui est quand même assez variée. Vous m'entendrez souvent le dire, mais pour moi, un athlète qui performe, c'est un athlète qui prend du plaisir à l'entraînement dans son cheminement. Faire le hamster sur une bosse, ça va de temps en temps, ça va la semaine parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est pour ça que je kiffe pas encore le trail. Voilà, mais la notion de plaisir est vraiment quelque chose dans cette philosophie qu'il faut intégrer dans le trail si on veut avoir une expérience long terme. C'est court-termiste de regarder, de s'entraîner uniquement dans une bosse ou tout le temps sur un tapis. C'est important aussi pour l'aspect mental de sortir, d'aller en montagne pour goûter au plaisir qu'est le trail parce que c'est aussi une des valeurs fortes de ce sport. Et au plus on va kiffer le cheminement et le plan d'entraînement, au plus il y a des chances que une fois qu'on a fait la course, on va avoir envie d'en faire une autre. Et puis ça fait partie aussi un peu de l'aventure. Certes, on va vivre l'aventure le jour J, mais si le fait de se fixer un objectif est une bonne excuse d'en plus vivre des petites aventures à l'entraînement, c'est pas plus mal. Tout à l'heure, tu as parlé de la communauté. Je sais que nous, par exemple, je sais qu'il y a des gens de la communauté de Bordeaux qui sont déjà allés à Bayonne ou de ce genre d'échanges pour justement faire en sorte que des gens qui ont... Bordeaux, c'est pas connu pour ses montagnes. Je pense ne pas me tromper. C'est plutôt plat. Exact. Donc la communauté campus, il y a des groupes de courses dans plus d'une trentaine de villes. Et je sais qu'il y a des petits échanges pour que justement les gens s'organisent. Que des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller chercher du dénivelé puissent se rapprocher de gens un peu plus expérimentés. On a notre pacer Johan de Biarritz qui fait ça très bien et très souvent. Donc voilà, quand on est tout seul, au final, on est peut-être moins tout seul à partir du moment où on est intégré dans une communauté. Du coup, juste, tu as parlé très rapidement du tapis. On a eu plusieurs fois la question dans le chat de est-ce qu'on peut remplacer une côte par le tapis. Bon, pour l'aspect plaisir, je pense qu'on aura tous compris que peu de gens qui aiment passer 2 heures sur un tapis à faire de la côte, mais j'imagine que ça peut quand même aider dans un premier temps. Oui, ça reste un super outil. Ça reste un super outil pour travailler en semaine. Après, la notion de plaisir aussi est relative dans le sens où on n'a rien sans rien. Au bout d'un moment, si on veut réussir des objectifs assez ambitieux, à un moment donné, c'est pas toujours full plaisir. Il y a des entraînements qui sont plus chiants que d'autres, certes. Et puis, faire une séance sur tapis, vous l'avez déjà fait, j'ai déjà fait. C'est pas super agréable, mais c'est sûr que quand on finit la séance et qu'elle s'est bien passée, qu'on l'a réalisée, ça fait quand même plaisir, même si c'est pas agréable pendant. Ouais. Et c'est pas tous les jours. Le tapis, voilà. Au pire, on va y aller 2 fois semaine si on a 2 fractionnés semaine en côte et qu'on a juste du plat autour de chez soi, 2 entraînements sur une semaine au maximum. Ça se fait. Ça se fait à côté de tout le plaisir qu'on peut avoir autour dans le reste de la planification.